Bonsoir à tous, bienvenue sur C8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je poursuis la lecture d'un petit recueil de nouvelles d'Émile Zola qui s'intitule Pour une nuit d'amour. Alors Pour une nuit d'amour, c'était la première nouvelle de ce petit recueil et j'en suis à la deuxième qui s'intitule L'inondation. J'en étais au chapitre 2. Je poursuis donc cette lecture et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci. Il me regarda sans répondre, la figure toute pâle, et je vis ensuite son regard se fixer sur Véronique, avec une angoisse inexprimable. Il était 8h30. Au dehors, il faisait jour encore, un jour blanc, d'une tristesse profonde sous le ciel pâle. Les servantes, avant de monter, avaient eu la bonne idée d'aller prendre 2 lampes. Je les fis allumer, pensant que leur lumière égaierait un peu la chambre déjà sombre, où nous nous étions réfugiés. Tante Agathe, qui avait roulé une table au milieu de la pièce, voulait organiser une partie de cartes. La digne femme, dont les yeux cherchaient par moments les miens, songeait surtout à distraire les enfants. Sa belle humeur gardait une vaillance superbe, et elle riait pour combattre l'épouvante qu'elle sentait grandir autour d'elle. La partie eut lieu. Tante Agathe plaça de force à la table Aimée, Véronique et Marie. Elle leur mit les cartes dans les mains, joua elle-même d'un air de passion, battant, coupant, distribuant le jeu, avec une telle abondance de paroles qu'elle étouffait presque le bruit des eaux. Mais nos filles ne pouvaient s'étourdir. Elles demeuraient toutes blanches, les mains fiévreuses, l'oreille tendue. À chaque instant, la partie s'arrêtait. Une d'elles se tournait, me demandait à mi-voix « Grand-père, ça monte toujours ?» L'eau montait avec une rapidité effrayante. Je plaisantais. Je répondais « Non, non, jouez tranquillement, il n'y a pas de danger. » Jamais je n'avais eu le cœur serré par une telle angoisse. Tous les hommes s'étaient placés devant les fenêtres pour cacher le terrifiant spectacle. Nous tâchions de sourire, tournés vers l'intérieur de la chambre, en face des lampes paisibles dont le rond de clarté tombait sur la table avec une douceur de veillée. Je me rappelais nos soirées d'hiver. Lorsque nous nous réunissions autour de cette table, c'était le même intérieur endormi, plein d'une bonne chaleur d'affection. Et tandis que la paix était là, j'écoutais derrière mon dos le rugissement de la rivière lâchée qui montait toujours. « Louis », me dit mon frère Pierre, « l'eau est à 3 pieds de la fenêtre. Il faudra aviser. » Je le fis taire en lui serrant le bras. Mais il n'était plus possible de cacher le péril. Dans nos étables, les bêtes se tuaient. Et il y eut tout d'un coup des bêlements, des beuglements de troupeaux affolés, et les chevaux poussaient ces cris rauques qu'on entend de si loin lorsqu'ils sont en danger de mort. « Mon Dieu !» dit Aimée, qui se mit debout, les poings aux tempes, secouée d'un grand frisson. Toutes s'étaient levées, et on ne put les empêcher de courir aux fenêtres. Elles y restèrent, droites, muettes, avec leurs cheveux soulevés par le vent de la peur. Le crépuscule était venu. Une clarté louche flottait au-dessus de la nappe limoneuse. Le ciel pâle avait l'air d'un drap blanc jeté sur la terre. Au loin, des fumées traînaient. Tout se brouillait. C'était une fin de jour épouvantée, s'éteignant dans une nuit de mort. Et pas un bruit humain. Rien que le ronflement de cette mer, élargi à l'infini, rien que les beuglements et les hennissements des bêtes. Mon Dieu, répétaient à demi-voix les femmes, comme si elles avaient craint de parler tout haut. Un craquement terrible leur coupa la parole. Les bêtes furieuses venaient d'enfoncer les portes des étables. Elles passèrent dans les flots jaunes, roulés, emportés par le courant. Les moutons étaient charriés comme des feuilles mortes, en bande, tournoyant au milieu des remous. Les vaches et les chevaux luttaient, marchaient puis perdaient pied. Notre grand cheval gris surtout,
ne voulait pas mourir. Il se cabrait, tendait le cou, soufflait avec un bruit de forge, mais les os acharnés le prirent à la croupe, et nous le vîmes abattu, s'abandonner. Alors nous poussâmes nos premiers cris. Cela nous vint à la gorge, malgré nous. Nous avions besoin de crier, les mains tendues vers toutes ces chères bêtes qui s'en allaient. Nous nous lamentions, sans nous entendre les uns les autres, jetant au dehors les pleurs et les sanglots que nous avions contenus jusque-là. C'était bien la ruine. Les récoltes perdues, le bétail noyé, la fortune changée en quelques heures. Dieu n'était pas juste. Nous ne lui avions rien fait, et il nous reprenait tout. Je mettrais le poing à l'horizon. Je parlais de notre promenade de l'après-midi dans ces prairies, de ces blés, de ces vignes que nous avions trouvés si pleins de promesses. Tout cela mentait donc. Le bonheur mentait. Le soleil mentait, quand il se couchait si doux et si calme au milieu de la grande sérénité du soir. L'eau montait toujours. Pierre, qui la surveillait, me cria « Louis, méfions-nous, l'eau touche à la fenêtre ». Cet avertissement nous tira de notre crise de désespoir. Je revins à moi, je dis en haussant les épaules « L'argent n'est rien. Tant que nous serons tous là, il n'y aura pas de regret à avoir. On en sera quitte pour se remettre au travail. » « Oui, vous avez raison, mon père, » reprit Jacques fiévreusement. « Et nous ne courons aucun danger. Les murs sont bons, nous allons monter sur le toit. » Il ne nous restait que ce refuge. L'eau qui avait gravi l'escalier, marche à marche, avec un clapotement obstiné, entrait déjà par la porte. On se précipita vers le grenier, ne se lâchant pas d'une enjambée par ce besoin qu'on a dans le péril de se sentir les uns contre les autres. Cyprien avait disparu. Je l'appelai, et je le vis revenir des pièces voisines, la face bouleversée. Alors, comme je m'apercevais également de l'absence de nos deux servantes et que je voulais les attendre, il me regarda étrangement et me dit tout bas « Morte. Le coin du hangar sous leur chambre vient de s'écrouler. » Les pauvres filles devaient être allées chercher leurs économies dans leur malle. Il me raconta, toujours à demi-voix, qu'elle s'était servie d'une échelle, jetée en manière de pont pour gagner le bâtiment voisin. Je lui recommandai de ne rien dire. Un grand froid avait passé sur ma nuque. C'était la mort qui entrait dans la maison. Quand nous montâmes à notre tour, nous ne songeâmes pas même à éteindre les lampes. Les cartes restèrent étalées sur la table. Il y avait déjà un pied d'eau dans la chambre. Chapitre 3. Le toit, heureusement, était vaste et de pente douce. On y montait par une fenêtre à tabatière, au-dessus de laquelle se trouvait une sorte de plateforme. Ce fut là que tout notre monde se réfugia. Les femmes s'étaient assises, les hommes allaient tenter des reconnaissances sur les tuiles, jusqu'aux grandes cheminées qui se dressaient aux deux bouts de la toiture. Moi, appuyée à la lucarne par où nous étions sortis, j'interrogeais les quatre points de l'horizon. « Des secours ne peuvent manquer d'arriver, » disais-je bravement. « Les gens de Saint-Ain ont des barques. Ils vont passer par ici. Tenez là-bas, n'est-ce pas une lanterne sur l'eau ?» Mais personne ne me répondait. Pierre, sans trop savoir ce qu'il faisait, avait allumé sa pipe et il fumait si rudement qu'à chaque bouffée, il crachait des bouts de tuyaux. Jacques et Cyprien regardaient au loin, la face morne, tandis que Gaspard serrait les poings, continuait de tourner sur le toit comme s'il eût cherché une issue. À nos pieds, les femmes en tas, muettes, grelottantes, se cachaient la face pour ne plus voir. Pourtant, Rose leva la tête, jeta un coup d'œil autour d'elle et, en demandant « Et les servantes ? Où sont-elles ? Pourquoi ne montent-elles pas ?» J'évitais de répondre. Elle m'interrogea alors directement, les yeux sur les miens. « Où donc sont les servantes ?» Je me détournai, ne pouvant mentir. Et je sentis ce froid de la mort qui m'avait déjà effleuré, passer sur nos femmes et sur nos chères filles. Elles avaient compris.
Marie se leva toute droite, eut un gros soupir, puis s'abattit, prise d'une crise de larmes. Aimée tenait serrés dans ses jupes ses 2 enfants, qu'elle cachait comme pour les défendre. Véronique, la face entre les mains, ne bougeait plus. Tante Agathe, elle-même, toute pâle, faisait de grands signes de croix, en balbutiant des pater et des ave. Cependant, autour de nous, le spectacle devenait d'une grandeur souveraine. La nuit tombée complètement, gardait une limpidité de nuit d'été. C'était un ciel sans lune, mais un ciel criblé d'étoiles, d'un bleu si pur qu'il emplissait l'espace d'une lumière bleue. Il semblait que le crépuscule se continuait tant l'horizon restait clair. Et la nappe immense s'élargissait encore sous cette douceur du ciel, toute blanche, comme lumineuse. Elle-même d'une clarté propre, d'une phosphorescence qui allumait de petites flammes à la crête de chaque flot. On ne distinguait plus la terre. La plaine devait être envahie. Par moments, j'oubliais le danger. Un soir, du côté de Marseille, j'avais aperçu ainsi la mer. J'étais resté devant elle, béant d'admiration. « L'eau monte !» répétait mon frère Pierre, en cassant toujours entre ses dents le tuyau de sa pipe qu'il avait laissé s'éteindre. L'eau n'était plus qu'à 1 mètre du toit. Elle perdait sa tranquillité de nappe dormante. Des courants s'établissaient. À une certaine hauteur, nous cessions d'être protégés par le pli du terrain, qui se trouvait en avant du village. Alors, en moins d'1 heure, l'eau devint menaçante. Jaune, se ruant sur la maison, charriant des épaves, tonneaux défoncés, pièces de bois, paquets d'herbes. Au loin, il y avait maintenant des assauts contre les murs, dont nous entendions les chocs retentissants. Des peupliers tombaient avec un craquement de mort. Des maisons s'écroulaient, pareil à des charretées de cailloux vidés au bord d'un chemin. Jacques, déchiré par les sanglots des femmes, répétait « Nous ne pouvons demeurer ici. Il faut tenter quelque chose. Mon père, je vous en supplie, tentons quelque chose. » Je balbutiais et je disais après lui « Oui, tentons quelque chose. » Et nous ne savions quoi. Gaspard offrait de prendre Véronique sur son dos, de l'emporter à la nage. Pierre parlait d'un radeau. C'était fou. Cyprien dit enfin « Si nous pouvions seulement atteindre l'église. » Au-dessus des eaux, l'église restait debout, avec son petit clocher carré. Nous en étions séparés par 7 maisons. Notre ferme, la première du village, s'adossait à un bâtiment plus haut, qui lui-même était appuyé au bâtiment voisin. Peut-être par les toits pourrait-on en effet gagner le presbytère, d'où il était aisé d'entrer dans l'église. Beaucoup de monde devait s'y être réfugié, car les toitures voisines se trouvaient vides, et nous entendions des voix qui venaient sûrement du clocher. Mais que de danger pour arriver jusque-là. « C'est impossible, » dit Pierre. « La maison des Rimbaud est trop haute, il faudrait des échelles. » Je vais toujours voir, reprit Cyprien. Je reviendrai si la route est impraticable. Autrement, nous nous en irions tous, nous porterions les filles. Je le laissai aller. Il avait raison, on devait tenter l'impossible. Il venait, à l'aide d'un crampon de fer fixé dans une cheminée, de monter sur la maison voisine lorsque sa femme aimée, en levant la tête, vit qu'il n'était plus là. Elle cria. « Où est-il ? Je ne veux pas qu'il me quitte. Nous sommes ensemble, nous mourrons ensemble. » Quand elle l'aperçut en haut de la maison, elle courut sur les tuiles sans lâcher ses enfants. Et elle disait « Cyprien, attends-moi, je vais avec toi. Je veux mourir avec toi. » Elle s'entêta. Lui, penché, la suppliait, en lui affirmant qu'il reviendrait, que c'était pour notre salut à tous. Mais d'un air égaré, elle hochait la tête et répétait « Je vais avec toi, je vais avec toi. Qu'est-ce que ça te fait ? Je vais avec toi. » Il dut prendre les enfants. Puis il l'aida à monter. Nous pûmes les suivre sur la crête de la maison. Il marchait lentement. Elle avait repris dans ses bras les enfants qui pleuraient, et lui, à chaque pas, se retournait, la soutenait. « Mets-la en sûreté. Reviens tout de suite, » criai-je. Je l'aperçus qui agitait la main. Mais le grondement des eaux
m'empêcha d'entendre sa réponse. Bientôt, nous ne les vîmes plus. Ils étaient descendus sur l'autre maison, plus basse que la première. Au bout de 5 minutes, ils reparurent sur la troisième, dont le toit devait être très en pente, car ils se traînaient à genoux le long du faîte. Une épouvante soudaine me saisit. Je me mis à crier, les mains aux lèvres, de toutes mes forces. « Revenez, revenez !» Et tous, Pierre, Jacques, Gaspard, leur criaient ainsi de revenir. Nos voix les arrêtèrent 1 minute, mais ils continuèrent ensuite d'avancer. Maintenant, ils se trouvaient au coude, formés par la rue, en face de la maison Rimbaud. Une haute bâtisse dont le toit dépassait celui des maisons voisines de 3 mètres au moins. Un instant, ils hésitèrent, puis Cyprien monta le long d'un tuyau de cheminée, avec une agilité de chat. Aimé, qui avait dû consentir à l'attendre, restait debout, au milieu des tuiles. Nous la distinguions nettement, serrant ses enfants contre sa poitrine, toute noire sur le ciel clair comme grandie. Et c'est alors que l'épouvantable malheur commença. La maison des Rimbaud, destinée d'abord à une exploitation industrielle, était très légèrement bâtie. En outre, elle recevait, en pleine façade, le courant de la rue. Je croyais la voir trembler sous les attaques de l'eau. Et la gorge serrée, je suivais Cyprien, qui traversait le toit. Tout à coup, un grondement se fit entendre. La lune se levait, une lune ronde, libre dans le ciel, et dont la face jaune éclairait le lac immense d'une lueur vive de lampe. Pas un détail de la catastrophe ne fut perdu pour nous. C'était la maison des Rimbaud, qui venait de s'écrouler. Nous avions jeté un cri de terreur en voyant Cyprien disparaître. Dans l'écroulement, nous ne distinguions qu'une tempête, un rejaillissement de vagues sous les débris de la toiture, puis le calme se fit. La nappe reprit son niveau, avec le trou noir de la maison englouti, hérissant hors de l'eau la carcasse de ses planchers fendus. Il y avait là un amas de poutres enchevêtrées, une charpente de cathédrale à demi détruite. Et entre ces poutres, il me sembla voir un corps remué. Quelque chose de vivant, tenter des efforts surhumains. « Il vit !» criai-je. « Ah, Dieu soit loué, il vit !» Là, au-dessus de cette nappe blanche que la lune éclaire, un rire nerveux nous secouait. Nous tapions dans nos mains de joie comme sauvés nous-mêmes. « Il va remonter !» disait Pierre. « Oui, oui, tenez !» expliquait Gaspard. « Le voilà qui tâche de saisir la poutre à gauche. » Mais nos rires cessèrent. Nous n'échangeâmes plus un mot, la gorge serrée par l'anxiété. Nous venions de comprendre la terrible situation où était Cyprien. Dans la chute de la maison, ses pieds se trouvaient pris entre 2 poutres et il demeurait pendu, sans pouvoir se dégager, la tête en bas, à quelques centimètres de l'eau. Ce fut une agonie effroyable. Sur le toit de la maison voisine, Aimée était toujours debout avec ses 2 enfants. Un tremblement convulsif la secouait. Elle assistait à la mort de son mari. Elle ne quittait pas du regard le malheureux, sous elle, à quelques mètres d'elle, et elle poussait un hurlement continu, un hurlement de chien fou d'horreur. « Nous ne pouvons le laisser mourir ainsi, » dit Jacques, éperdu. « Il faut aller là-bas. » « On pourrait peut-être encore descendre le long des poutres, » fit remarquer Pierre. « On la dégagerait. » Et il se dirigeait vers les toits voisins, lorsque la 2e maison s'écroula à son tour. La route se trouvait coupée. Alors, un froid nous glaça. Nous nous étions pris les mains. Machinalement, nous nous laisserions aller broyer sans pouvoir détacher nos regards de l'affreux spectacle. Cyprien avait d'abord tâché de se raidir, avec une force extraordinaire. Il s'était écarté de l'eau. Il maintenait son corps dans une position oblique, mais la fatigue le brisait. Il lutta pourtant, voulut se rattraper aux poutres, lança les mains autour de lui pour voir s'il ne rencontrerait rien où s'accrocher. Puis, acceptant la mort, il retomba. Il pendit de nouveau, inerte. La mort fut lente à venir. Ses cheveux trempaient à peine dans l'eau, qui montait avec patience. Il devait en sentir la fraîcheur au sommet du crâne. Une première vague lui mouilla le front, d'autres fermèrent les yeux. Lentement, nous vîmes la tête disparaître. Les femmes à nos pieds
avaient enfoncé leur visage entre leurs mains jointes. Nous-mêmes nous tombâmes à genoux, les bras tendus, pleurant, balbutiant de supplications. Sur la toiture, Aimée, toujours debout avec ses enfants serrés contre elle, hurlait plus fort dans la nuit. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Et voilà, je vous souhaite une très bonne nuit, une très bonne journée. À bientôt.